Bon. Bonjour à toutes et à tous. Enfin, toutes, c'est surtout pour les gens qui regardent en ligne. Donc, je suis Frédéric de Villamil. J'ai la chance de travailler avec la Team Coffee de Synthesio, qui est une excellente team d'Ing 6 qui recrute, et une excellente team de développeurs aussi qui ne sont pas là aujourd'hui. Je suis le leader de la Team Coffee et je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est cluster Elasticsearch et humour un peu inapproprié. Elasticsearch à Synthesio aujourd'hui, c'est essentiellement 8 clusters de prod avec pas loin de 600 hosts. On est à peu près à 1 Teraset de péta de stockage que en SSD. Et en termes de hardware, on est essentiellement sur du Xeon E5 V3 avec 64 Go de RAM par host et 4 x 800 SSD en R0. Et sur certains clusters qui sont, on va dire, plus CPU intensive, on est parti sur les E5 V4 à 12 cores. Il pose un seul problème, c'est que c'est des CPU qui bouffent 160 watts. Et à l'heure actuelle, ni HP ni Dell ne sont capables de faire de boîtiers pour les refroidir, donc il n'y a que EVH qui les propose. Mais il se trouve que les E5 V4 ont un jeu d'instruction qui est très Java-friendly, et le saut en termes de performance est assez monstrueux. Ce qu'on fait aujourd'hui avec Elasticsearch, c'est essentiellement agréger des données de différents cold storage, principalement du MySQL, de façon à pouvoir les rendre disponibles extrêmement rapidement, aussi bien pour générer des dashboards pour nos clients, donc avec toute la donnée qu'on rentre, que les dashboards clients eux-mêmes, qui sont stockés dans Elasticsearch. Donc Elasticsearch, c'est du hot storage. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous en servir comme d'une base de données ou d'un remplacement à Mongo ou à MySQL, parce que ce n'est pas fait pour ça. Prévoyez toujours d'avoir un cold storage à côté pour pouvoir réindexer. On va parler de cluster ES plutôt gros. Donc un cluster ES plutôt gros, c'est plusieurs dizaines de nodes. C'est facilement 50 Tera de stockage et quelques milliards de documents. Et en termes de lecture-écriture, on compte plusieurs lectures et plusieurs milliers de lectures et plusieurs milliers d'écritures par seconde et pour chaque cluster. On a des clusters qui ont une moyenne de 15-20 000 écritures secondes et quelques milliers de lectures secondes en parallèle, avec des requêtes qui sont très complexes. Donc il faut que ça aille vite. Et pour ça, Elasticsearch est parfait puisque, comme son nom l'indique, c'est élastique, donc vous pouvez vraiment scaler horizontalement. Donc on va commencer par parler de haute dispo, puisque Elasticsearch étant élastique, il y a une idée de disponibilité. Et en l'occurrence, comment faire pour que votre Elasticsearch, votre cluster, ne tombe jamais? Donc le plus gros problème avec Elasticsearch, c'est soit les downtime, soit les split brain. Donc il y a quelques trucs à connaître pour pouvoir éviter ça. Le premier, c'est, même si le master node minimum c'est 1, c'est toujours avoir 3 master nodes sur votre cluster, dans 3 data centers différents. Comme ça, si jamais vous perdez un data center, vous avez toujours les 2 autres, et vous n'avez pas de problème de split brain, puisque le quorum est toujours réuni. La deuxième chose pour ne pas perdre vos clusters, c'est de ne jamais jouer de bulk sur les master nodes. Les master nodes ont besoin de toutes leurs ressources, particulièrement sur des gros clusters. Donc jouez les bulks sur des data nodes, sur des nodes qui sont dédiés à ça, ce qu'Elastic appelle des ingest nodes. Et d'une manière générale, si ce n'est pas du monitoring ou de l'administration, c'est simple, vous ne jouez jamais rien sur les master nodes. Et enfin, mettez toutes vos données sur 2 data centers, voire plus, avec un facteur de réplication à au moins 1, c'est-à-dire que chaque index a son primary shard et un réplica. Il y a quelques trucs pour vraiment éviter de perdre de la data quand on perd un data center. Et le premier, c'est le rack awareness. Le rack awareness, c'est l'idée de dire à Elasticsearch qu'un certain groupe de machines est dans un rack virtuel et qu'un second groupe de machines est dans un autre rack virtuel. Donc vous pouvez par exemple allouer un rack par data center ou par salle si vous êtes sur un seul data center. Et quand Elasticsearch va faire la réplication, il va mettre 100% de la donnée dans un rack et 100% de la donnée dans l'autre rack. Ça permet des choses assez intéressantes, comme de redémarrer votre cluster très rapidement, puisque vous allez pouvoir redémarrer un data center entier, sans perdre ni données ni la service, simplement. Elasticsearch va redémarrer et va réallouer dans le data center dans lequel vous avez redémarré. Et ensuite, une fois que les clusters sont redevenus green, c'est-à-dire que vous avez 100% de votre donnée sur tous les réplicas, et bien vous pouvez faire le deuxième.
Donc quand vous avez des clusters qui font plusieurs dizaines de nodes, c'est assez pratique. Il y a un autre truc avec le rack awareness, c'est quand vous donnez aussi un rack ID à vos query nodes, c'est-à-dire les nodes sur lesquelles vous allez faire les requêtes HTTP, parce que Elasticsearch va privilégier les nodes qui sont dans le même rack. Donc si vous donnez un rack à vos query nodes, c'est-à-dire qu'il va d'abord aller chercher les datas qui sont dans le data center ou dans le rack dans lequel vous avez les data nodes, et puis si jamais les data nodes sont trop chargés ou qui sont absents, parce que ça peut arriver de perdre des nodes, il va aller chercher dans les autres racks après. Donc là, c'est vraiment très pratique, notamment quand vous êtes sur 2 DC avec par exemple un HA proxy devant en actif-actif. Ça vous permet de vraiment utiliser toute la capa de votre cluster et d'éviter l'overhead réseau lié à la latence. Elasticsearch, en plus des racks, propose aussi une notion de zone qui permet d'augmenter un petit peu le fun quand vous avez beaucoup de données. Un exemple, par exemple, ça va être de dire qu'au sein d'un rack, vous allez définir 3 zones. Une zone dans laquelle vous allez allouer, mettons, 30% de votre hardware, et dans laquelle vous allez mettre toutes les données qui sont les plus accédées. Une zone avec, je sais pas moi, 30% de votre hardware encore, avec des données qui sont un peu moins accédées. Là, on parle de volume sur plusieurs centaines de terras. Et 40% avec les données qui sont les moins utilisées, mais qui sont généralement les plus gros datasets. Du coup, vous allez permettre d'allouer de la ressource vraiment aux données que vous utilisez le plus, sans avoir à monter plusieurs clusters ou à utiliser des tricks de folie et pas pratiques pour pouvoir scaler. Donc voilà, c'est l'exemple typique. Nous, on l'utilise beaucoup pour un cluster en fait, qui a 3 ans de données chez nous. Donc 3 ans de données chez nous, ça fait plus ou moins 50 milliards de documents. Et la data qui est accédée la plus souvent, c'est-à-dire la data du dernier mois, est dans une zone à part, avec une partie de l'infra qui est dédiée à cette zone et qui a en fait beaucoup plus de patates que pour le reste de la donnée agrégée. Le principal problème que moi j'ai rencontré depuis 7 ans que j'utilise Elasticsearch, c'est les problèmes de mémoire. Parce que Elasticsearch, c'est très bien, ça scale très bien horizontalement. Le problème, c'est que la mémoire sur une machine, elle n'est pas infinie. Elasticsearch tourne dans la JVM, et donc qui dit JVM dit Garbage Collection. J'ai commencé par vous expliquer un petit peu comment Elasticsearch utilise la mémoire, et en particulier la heap Java. C'est assez simple en fait. Au démarrage, Elasticsearch va commencer par allouer de la mémoire pour la heap Java. Alors ça n'a rien à voir avec la heap qu'on a, la stack, la heap, pour ceux qui développent en C. La heap Java, c'est une zone mémoire qui est allouée à la JVM et dans laquelle la JVM va mettre toutes ses données. Ça a des avantages et ça a des inconvénients, c'est-à-dire que vous savez que vous avez de la mémoire qui est réservée à la JVM. L'inconvénient, c'est quand vous avez beaucoup de données à mettre dedans, parfois vous allez vous retrouver en out of memory error. Et en plus de ça, Elasticsearch utilise un petit peu de mémoire côté OS parce que chaque thread Java en fait map un thread système. Donc vous rajoutez en dehors de la heap Java, pour chaque thread, vous rajoutez 128K of thread. Donc a priori, ça ne doit pas poser de problème, sauf si vous tombez sur des cas où vous avez du thread leak. Ça m'est arrivé il y a 4-5 ans avec le plugin de Discovery AWS, où je me suis retrouvé à saturer 4 Go de RAM of heap, simplement parce qu'il lançait thread sur thread pour la Discovery. Et ça faisait beaucoup de threads. Et en ce qui concerne l'utilisation de la mémoire, en particulier, les elected masters, c'est-à-dire le master actif, utilisent à peu près 250K par shard Elasticsearch pour toutes les informations de shard. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Concernant l'allocation mémoire, il y a un truc qui est très simple. On n'alloue jamais plus de 31 Go à la heap de la JVM. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, vous allez avoir un problème qui est que le trick des compress pointers qui est utilisé par Java pour pouvoir réellement avoir 31 Go quand vous allouez 31 Go, je vous laisse googler compress pointer pour une explication plus détaillée.
ça ne marche plus quand vous dépassez les 32 Go. Parce que vous avez dépassé la taille d'un int. Et là, vous avez vraiment de très très gros problèmes, outre le fait que la garbage collection est 2 fois plus lente. Si vous allouez 64 Go à la heap, en fait, vous ne pourrez utiliser que 48 Go sur les 64 Go. Donc, il faut le savoir. Vous avez des problèmes de performance, vous avez des problèmes d'utilisation de mémoire, donc jamais plus de 31 Go. Et déjà, avec 31 Go, vous allez avoir pas mal de problèmes de garbage collection. Et concernant la mémoire aussi, beaucoup de gens mettent des petites machines pour les masternodes et pour les query nodes. On s'est aperçu que sur des très très gros clusters, donc on parle là de plus de 1000 index, 50 000 shards, il valait mieux avoir de très très grosses machines pour les masters, des machines avec beaucoup de CPU, des machines avec beaucoup de RAM, parce que c'est assez intensif sur les masters, il fait beaucoup de choses en permanence. Et nous, sur les plus gros clusters, on a des machines qui sont plus costauds que les datanodes. En termes de CPU et en termes de RAM, on est aussi costaud puisque c'est 31 Go. Au lancement d'Elasticsearch, si vous voulez éviter pas mal de problèmes et gagner un peu, c'est bien d'utiliser le memory lock. Donc c'est une option Bootstrap d'Elasticsearch. C'est à bootstrap.memorylock à true. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va charger d'un seul coup toute la heap en RAM. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que vous n'allez pas swapper, puisque la RAM est déjà préallouée. Donc ça veut dire que votre process Elasticsearch ne swappera jamais. Et la deuxième, c'est que ça va allouer des régions de mémoire contiguës. Donc ça veut dire que les accès vont être beaucoup plus rapides, puisqu'il n'a pas à aller se balader dans la RAM à gauche à droite, comme vous pourriez avoir le cas avec une liste chaînée par exemple, encore une fois pour ceux qui font du C, puisque l'intégralité de la RAM est d'un bloc. Ça nécessite en revanche de dire au process Elasticsearch qu'il a le limit -L, donc la lock memory à unlimited. Ça c'est dans le etc security.conf. Il faut penser à le faire et à le donner au user Elasticsearch. L'autre truc, c'est le choix du garbage collector. Par défaut, Elasticsearch utilise un garbage collector qui s'appelle Concurrent Mark and Sweep, qui est le garbage collector par défaut sur Java 8. Le problème de CMS, c'est qu'il a été créé il y a assez longtemps et pour des heaps qui font moins de 4 Go. Si vous avez des heaps qui font plus de 4 Go, les temps de garbage collection, même si c'est du garbage collection parallèle, vont être extrêmement longs. Et ça va bloquer votre node pendant un temps parfois infini, ce qui fait qu'il va finir par se faire éjecter du cluster d'une part, mais d'autre part que toutes les tâches d'administration du cluster vont se retrouver bloquées jusqu'à ce que le node réponde. Donc pour ça, nous on est passé il y a déjà quelques années sur G1GC, qui est le garbage collector de Java 9, qui n'est pas encore sorti réellement et qui n'est pas supporté par Elasticsearch. Donc la principale différence entre G1GC et Java 9, c'est que G1GC va passer beaucoup plus souvent que CSM, mais beaucoup moins longtemps. Après, il y a un petit problème avec G1GC aujourd'hui, notamment sur les machines 32 bits avec des risques de corruption de données. Ça n'a jamais été corrigé par Java, c'est très difficile à reproduire, mais pour cette raison, Elastic dit bien n'utilisez pas G1GC. Donc si vous voulez l'utiliser, soit vous me croyez sur parole, ça marche très bien, et on n'a jamais eu de problème de perte de données, mais si ça vous pète à la figure, voilà, venez pas m'en tenir responsable, mais au moins lisez la doc. Lisez la doc et notamment lisez le bug qui est rempli chez Java depuis plusieurs années pour comprendre pourquoi il peut y avoir un risque et est-ce que vous êtes concerné par le risque. Donc G1GC, ça s'active très simplement. C'est dans les options de JVM au lancement d'Elasticsearch, on active G1GC. Et il y a en particulier 3 petites options qui sont toujours intéressantes à tuner. En tout cas, nous, on n'utilise pas les défauts. La première, c'est maxGC pause millis, c'est-à-dire le nombre de millisecondes de garbage collection à chaque fois, sachant que c'est une cible, parfois ça dépasse. S'il y a trop de garbage, s'il y a trop de choses dans la mémoire, ça va dépasser. Mais en tout cas, on cible un certain nombre de millisecondes. Donc nous, on est parti sur 500 millisecondes toutes les 2 secondes. C'est le GC pause interval millis, c'est-à-dire toutes les X millisecondes, il va tenter de garbage collecter. Donc c'est un petit peu supérieur au truc par défaut. Maintenant, on a des gigs de 31 Go de RAM.
Donc, on préfère passer un peu plus longtemps, un peu moins souvent, de telle sorte qu'on récupère plus de RAM. Parce qu'on sature très très régulièrement la RAM. Et on commence à garbage collecter à partir de 35% d'occupation de la heap, le défaut étant à 45%. Donc on commence à garbage collecter très tôt pour éviter d'avoir des problèmes quand la heap est vraiment remplie. Et une fois de plus, ça nous arrive encore, et souvent. L'autre truc, c'est choisir le bon storage pour Elasticsearch. Donc là, c'est l'internal Elasticsearch. En stockage, nous, on est sur du XFS. On est systématiquement sur du RAID 0 parce qu'on a suffisamment de nodes pour pouvoir se permettre d'en perdre et suffisamment de réplication pour pouvoir se permettre d'en perdre aussi. Mais à l'intérieur d'Elasticsearch, il y a deux types de storage. Il y a mmapfs, où en fait Elasticsearch va utiliser mmap pour pouvoir mapper la donnée en mémoire, puis ensuite il va y accéder. Le problème, c'est que pour être vraiment optimal, il faudrait que vous ayez autant de RAM que vous avez de données. Ce n'est pas toujours possible. Nous, on a parfois 2 Tera8 de données sur une machine, et malheureusement, on n'a pas 2 Tera8 de RAM. L'idée, c'est d'utiliser NIOFS. NIOFS, c'est une deuxième option qui est proposée par Elastic. Ce que ça fait, c'est que ça fait des shared locks sur les fichiers Lucene. Et simplement, pour les lectures et écritures, et simplement, ce qui va se passer, c'est que on va utiliser le cache VSFS du file system. Donc on laisse l'OS faire son boulot pour la mise en cache des datas, plutôt que de laisser Elasticsearch jouer avec mmap. Parce que c'est le boulot de l'OS, et a priori il le fait bien. Il le fait même très bien. Il y a ensuite pas mal de tuning de buffer et de cache, parce que Elasticsearch a beaucoup de cache et beaucoup de buffers, notamment quasiment un buffer pour chaque opération de lecture ou d'écriture. Donc les query cache qui peuvent être assez gourmands, les buffers d'indexation qui peuvent prendre pas mal de RAM aussi si jamais vous indexez assez violemment. Donc mon conseil, c'est de lire la doc et de regarder bien comment fonctionne chacun des buffers, et en particulier tous les defaults de ces buffers. Certains buffers sont généralement à 10% de la RAM. Si vous indexez beaucoup, c'est pas mal de monter à 30% de la heap pour les buffers d'indexation. En revanche, ça veut dire que vous risquez de monter à une taille de buffer globale qui est supérieure à ce que vous avez alloué à 100% de la heap. Et si jamais vous remplissez vraiment tous vos buffers, là vous allez avoir des problèmes d'out of memory error. Donc une fois encore, il faut lire la doc et bien comprendre ce que le tuning de ces buffers et de ces caches va faire. Sachant que les caches ont un système d'éviction en interne qui fonctionne plutôt pas mal, qui est supplémentaire au garbage collector. Là, c'est vraiment en fonction de la donnée qui est accédée ou pas. Il existe des options, encore une fois Elastic conseille de ne pas les utiliser à cause de l'overhead, pour forcer l'éviction au bout d'un certain temps. Par exemple, vider les caches au bout de 5 minutes. Nous, ça nous a pas mal sauvé la vie sur des clusters avec beaucoup d'index. On avait beaucoup de requêtes en lecture. Et au final, on a carrément fini par désactiver les caches. Tous les query caches et l'ensemble des caches de lecture. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais une query qui ramenait la même data, puisqu'on écrit énormément. Donc si vous faites 2 fois le même curl avec la même requête, il y a très peu de chances pour que vous récupériez les mêmes data. Il existe enfin un truc d'Elastic qui est le circuit breaker. Le circuit breaker, c'est de dire si le résultat d'une requête qui va monter en RAM dépasse par exemple 30% du buffer, dans ces cas-là, on coupe. Donc c'est du prévisionnel, ce qui veut dire que ça ne marche pas à 100%. En revanche, d'un point de vue utilisateur, c'est absolument intolérable, puisque ça veut dire que votre utilisateur va avoir, dans le meilleur des cas, une page d'erreur. Dans le pire des cas, si vos pages d'erreur sont mal faites, côté application, il va avoir une page blanche. Donc, côté end-user, comme c'est insupportable, nous on les a carrément coupés, les circuit breakers. On préfère perdre un ou deux nodes si jamais il y a une requête qui déclenche un OM killer. On redémarre les ES, ça ne donne pas d'interruption de service chez nous. Et au moins côté utilisateur, on n'a pas de plainte, on n'a pas de ticket au support.
Gérer des gros clusters ES, c'est aussi gérer des très gros index, parfois. Et gérer des très gros index, c'est pas toujours évident parce que quand vous créez un index Elasticsearch, vous devez donner le nombre de shards, c'est-à-dire le découpage en fichiers, à la création, et ça c'est immutable. Donc si vous créez trop de shards, vous allez avoir des problèmes, notamment des problèmes de mémoire, et éventuellement des problèmes aussi de too many open files. Si vous en créez pas assez, vous pouvez vous retrouver avec 200 ou 300 millions de documents dans un seul shard sur une seule machine. Et dans ces cas-là, vous allez avoir des très gros problèmes de mémoire si vous interrogez l'intégralité des documents du shard. Donc pour ça, nous on a quelques petits trucs. D'abord, on préfixe tous nos mappings. Tous nos mappings ont un ID. Ça permet de faire de la gestion de version de manière plus intelligente. On n'utilise jamais de dynamic mapping, mais en revanche, on utilise des templates d'Elasticsearch. C'est-à-dire que quand vous créez un index dont le nom correspond, il y a des wildcards, dont le nom correspond au template, et ben, automatiquement, il va être créé avec le bon nombre de shards, le bon nombre de réplicas, les bons settings, le bon mapping aussi. Donc c'est vraiment utile, c'est très bien pour le suivi du changement et ça évite beaucoup d'erreurs humaines. Une fois encore, plus vous avez de shards, plus vous allez être élastique, puisque c'est-à-dire plusieurs fichiers que vous pouvez répartir sur plusieurs nodes. Si vous avez 15 shards avec un réplica, ça veut dire que vous pouvez utiliser 30 nodes dans votre cluster. En revanche, vous allez avoir un peu d'overhead réseau, vous allez avoir un peu d'overhead en RAM, vous allez avoir un peu d'overhead CPU au niveau des masters. Donc encore une fois, quand vous êtes à plusieurs milliers d'index et à plusieurs dizaines de milliers de shards, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Nous, on est parti sur comme on sait à peu près combien va faire un document, en moyenne, on est parti sur une ABAC qui est de dire qu'on fait des shards qui vont contenir à peu près 10 gigas, c'est-à-dire 5 millions de documents. Parce que des shards de 10 gigas, ben, ça se réalloue très vite quand on démarre un node. Et quand il y a de la réallocation entre nodes, ça va aussi très vite. Donc ça nécessite d'avoir parfois plus de shards, donc plus de pression sur les masters, mais d'un point de vue opérationnel, c'est quand même nettement plus pratique. Et ça nous a pas mal facilité la vie. Concernant la réplication, il y a deux petits replication tricks à connaître. Le premier, c'est que votre réplica, c'est soit 0, auquel cas vous n'avez pas de réplication. C'est-à-dire que si vous perdez un node, vous perdez la data. Soit le nombre de réplicas doit être impair. C'est à cause des algos de quorum qui font que si jamais vous perdez un node et que vous avez un nombre de réplicas pair, vous risquez d'avoir des surprises, puisqu'il va considérer que le quorum n'est plus rencontré. Ça va jusqu'à 5, et puis ensuite, au-delà de 5 réplicas, c'est que vous avez de très gros problèmes de scaling. Mais la plupart des gens n'ont pas besoin de plus de 5 réplicas. Nous, il nous est arrivé de monter jusqu'à 53 réplicas, parce qu'on mettait 100% de la donnée sur chaque node. Mais c'était à une époque où on faisait, si je ne dis pas de bêtises, on devait faire 50 000 lectures par seconde sur le cluster, avec des requêtes assez complexes, et en même temps, on devait être à 2 ou 3 000 écritures par seconde sur ce même cluster. Donc on avait vraiment des problèmes de CPU, et on avait des machines qui étaient particulièrement costauds. Donc c'était 54 Xeon E5 V4, 48 threads, et 512 GB de RAM par machine pour pouvoir profiter du cache VFS. L'autre truc qui est très pratique sont les alias Elasticsearch, notamment quand vous changez souvent de mapping, ou quand vous voulez interroger plusieurs index à la fois. L'idée des alias, c'est de dire tel alias va correspondre à tel ou tel index. Typiquement, quand vous avez des index qui sont par exemple timestampés, vous pouvez avoir un alias /2017 qui va vous permettre d'interroger l'intégralité des index dont le nom commence par 2017. 2017-12 va vous permettre d'interroger tous les index de décembre 2017 et ainsi de suite. Vous pouvez aussi le faire avec les noms de mapping si vous avez un index Toto qui est accédé par vos clients. À chaque fois que vous allez upgrader votre mapping, vous allez faire un nouvel index qui sera préfixé avec ce numéro de mapping et vous allez simplement le rajouter dans l'alias, supprimer l'ancien quand vous avez réindexé vos données et du coup vous n'avez pas de problème de disponibilité.
Donc c'est plutôt bien. Il y a une seule limite, c'est qu'on ne peut pas écrire sur les alias. Vous devez écrire sur les index qui sont aliasés. Donc ça demande parfois une petite gymnastique côté applicatif pour pouvoir récupérer l'index sur lequel on veut vraiment lire. Mais on peut pas écrire sur l'alias puisqu'il ne va pas savoir où écrire. Si j'ai 15 index aliasés, quand je tape sur l'alias, sur lequel je vais écrire, ça Elasticsearch n'est pas capable de le prédire. Donc il faut taper sur les index aliasés. Il y a un autre truc qui est vachement bien et qui a été bien amélioré depuis ES5, ce sont les rollovers. Les rollovers, c'est l'idée de dire que quand on a un index qui est soit trop vieux, soit qui a trop de données, eh ben on va en créer un nouveau à côté, qui va avoir un peu le même système de nommage, mais avec un suffixe qui est des chiffres. Et puis maintenant, on va pouvoir écrire dans celui-là. Dans les choses qui sont vraiment intéressantes, c'est notamment les date math, c'est-à-dire la possibilité de faire des rollovers sur des dates. Par exemple, un nouvel index par jour, ou dans notre cas, on avait fait des tests avec un nouvel index par minute. Et ensuite, vous pouvez mettre des alias sur ces index-là. Mais encore une fois, le problème, c'est que qui dit alias dit devoir écrire sur le dernier index et pas sur l'alias. L'autre problème, c'est que ça marche qu'en API. C'est pas automatique. Vous ne pouvez pas créer un rollover et dès que vous avez 10 millions de documents dans votre index, et hop, il en crée un nouveau. Donc ça veut dire qu'il faut une cron tab qui va régulièrement taper sur la rollover API pour pouvoir créer les index rolloverés. Donc là, le petit truc, c'est de commencer par utiliser l'API cat avec le cat/indices qui vous donne la liste de tous les index avec le nombre de documents de faire un sort sur le nombre de documents pour savoir quels sont les index les plus gros et donc lesquels vous allez devoir rolloverer en priorité. Alors, on va maintenant passer aux opérations quotidiennes quand on gère des gros clusters. Des très gros clusters, en sachant que nous, on est 3 dans l'équipe. Et qu'on a aussi de très gros clusters MySQL, dont Guillaume a parlé tout à l'heure. Une processing chain qui est assez complexe. Et au début, ça demande pas mal de tests, ça demande pas mal d'expérimentation. Mais là, aujourd'hui, on est arrivé à un rythme de croisière qui fait que chacun sait ce qu'il y a à faire et on passe beaucoup moins de temps à chercher pourquoi il faut faire ces opérations. Donc, les changements de configuration, honnêtement, faites des changements de conf en dur dans les fichiers de conf avec un rolling restart du cluster plutôt que d'utiliser les API. Parce qu'il y a des chances pour que quelqu'un utilise une API et qu'on oublie qui a fait le changement, pourquoi c'est là. Alors qu'avec des fichiers de conf qui sont versionnés, au moins on sait pourquoi les changements sont faits. Et ça évite les sketchs où quelqu'un va par exemple changer la vitesse, la bande passante maximum utilisée pour les réallocations pour une raison ou pour une autre, et quelqu'un lance une opération, n'avait pas vu ce qui avait été fait, sait pas pourquoi, et il va mettre le cluster par terre parce qu'il a alloué 4 gigabits par seconde aux réallocations et que ça met les disques durs par terre. On a déjà eu plus de 60% d'IO weight sur des clusters donc en 4x800 SSD RAID 0 lors de grosses réallocations parce qu'on n'avait pas pensé à diminuer la bande passante. Bon, ça a un coût, surtout quand vous écrivez beaucoup. Et quand vous utilisez les API de settings, préférez les changements transients. C'est ceux qui disparaissent au redémarrage du cluster plutôt que les persistants. Ou pour pouvoir vous en débarrasser, il faut que vous coupiez le cluster, que vous supprimiez tous les fichiers state sur les nodes et que vous redémarriez le cluster. Parce que si a priori vous utilisez les API de changement de settings, c'est que c'est quelque chose de temporaire. Et si c'est temporaire, autant s'en débarrasser facilement. Pour reconfigurer un cluster en entier, il y a quelques trucs pour accélérer. Le premier, c'est de désactiver dans un premier temps tout ce qui va être réallocation de shards, parce que vous allez redémarrer les datanodes.
Et si vous redémarrez les datanodes, il va vouloir commencer à réallouer pour pouvoir atteindre son quorum de réplication. En désactivant au début, avant de redémarrer la réallocation, ça veut dire qu'il va commencer d'abord par loader la data qui est en local quand le node revient. Et donc, vous allez économiser beaucoup à la fois de temps et de bande passante. La deuxième chose à faire, c'est optimiser un petit peu pour le recovery. Donc, nous, on est sur du primary recovery à 50 index par node, avec 2 gigabits par seconde alloués au recovery. C'est beaucoup. Maintenant, toutes les machines ont 1 gigabit de réseau, et toutes les machines, encore une fois, ont du SSD. Pour du SSD, ce sont des valeurs qui se tiennent à peu près. Après, vous pouvez redémarrer tout un rack d'un seul coup. C'est l'avantage d'avoir du rack awareness. Et une fois que les nodes sont revenus, là, vous réallouez l'allocation. Et il va du coup réallouer d'abord en local. Donc c'est plutôt pas mal comme manière de redémarrer. Ça permet de gagner énormément de temps par rapport à un redémarrage un peu violent. Et surtout, ça permet, une fois encore, de redémarrer un data center entier au lieu d'y aller node par node, attendre que ce soit revenu en vert, auquel cas on peut être sur 2 jours de redémarrage d'un cluster, alors que là, on est plutôt sur 1h30 de redémarrage d'un cluster complet. Un des gros apports d'Elasticsearch 2, c'est l'API de réindexation. Quand vous allez voir changer vos mappings, comme il n'est pas possible de copier un index, Elasticsearch a rajouté une API de réindexation, soit au sein d'un même cluster, soit en cluster to cluster. Donc ça, c'est vraiment très bien. Vous avez juste à faire un API call. Vous pouvez même utiliser des queries Elasticsearch au sein de l'API de réindexation pour ne prendre que les documents qui vont matcher la query. Donc ça, c'est vraiment très bien. Nous, là, on est en train de faire une grosse migration d'Elasticsearch 1.7 à Elasticsearch 5.1, juste en se basant sur l'API de réindexation. Parce que l'API de réindexation a été ajoutée en ES2, mais vous pouvez aller lire sur des clusters qui n'ont pas l'API de réindexation. Il faut que ce soit des clusters destination qui l'aient. Donc ça, c'est vraiment très bien. L'API de réindexation se base sur des scrolls, c'est-à-dire que vous allez commencer à lire un index, par exemple par 5000 documents. Elasticsearch va vous retourner un scroll ID, c'est-à-dire l'endroit où il s'est arrêté, que lui va garder en mémoire pendant un certain temps. Ça se définit aussi dans le call à l'API. Et quand vous allez réappeler l'API de réindexation avec ce scroll ID, il va vous passer les 5000 suivants et ainsi de suite. Alors l'API de réindexation en 5.2 et même 5.6 aujourd'hui, elle ne permet pas de paralléliser ça sur un même index. En revanche, le slide scroll, c'est-à-dire la possibilité d'avoir plusieurs workers qui vont réindexer un même index en même temps, arrive avec la 6.0. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Les DevES ont essayé de backporter le slide scroll dans ES5 et ils ont fini par abandonner. Il y a une issue qui est sur GitHub que je vous invite à lire si le sujet vous intéresse, qui est assez parlante et qui explique pourquoi ils n'ont pas pu le faire. L'autre avantage de l'API de réindexation, c'est que ça va vous permettre de merger plusieurs index dans un seul, puisque vous pouvez spécifier plusieurs index dans la source et un seul index dans la destination. Et ça, c'est aussi vraiment très cool quand vous voulez merger des index. Typiquement, vous avez des clients qui ont plusieurs index et puis finalement, ils veulent plus qu'un seul index. Ou fonctionnellement, vous avez besoin de ne plus avoir qu'un seul index. Ça permet de gagner beaucoup de temps et de ne pas avoir à redévelopper un applicatif qui va aller prendre l'ensemble des index, les réindexer, vérifier qu'il n'y a pas de doublons et ainsi de suite. Pour les bulk indexing, c'est-à-dire les grosses indexations de départ, une fois encore, on a quelques petits trucs qui permettent de beaucoup accélérer. La première, c'est de limiter les rebalancing. Elasticsearch va rebalancer les shards de node à node en fonction de leur taille notamment, de manière automatique. C'est très bien, sauf que ça bouffe de la bande passante, ça bouffe des I/O. Si vous avez une grosse réindexation à faire, c'est bien de limiter les concurrent rebalance, à la fois pour économiser sur la bande passante et pour éviter que ce soit un peu la foire à la saucisse dans votre cluster pendant toute votre indexation. Nous, on a vécu ça il y a quelques années
quand on a réindexé 36 milliards de documents en une semaine. Au début, Elasticsearch passait son temps à rebalancer les shards d'un node à l'autre, parce qu'on avait un node qui se remplissait forcément beaucoup plus, enfin des nodes qui se remplissaient beaucoup plus vite que les autres là où on réindexait. Et on a gagné quasiment 20% de perf le jour où Guillaume a eu l'idée de limiter les rebalancing. L'autre chose à faire, si vous n'avez pas besoin de vos données tout de suite, c'est de disable le refresh de Lucene. C'est-à-dire que vos données vont être écrites sur disque, mais elles ne vont pas être tout de suite indexées et émergées dans Lucene. Du coup, vous avez gagné énormément en CPU, de l'ordre de 50 à 60% de CPU pendant l'indexation. Donc encore une fois, c'est plutôt pas mal. Et en fonction de votre configuration, Lucene va éventuellement forcer des merges plus ou moins régulièrement parce qu'il n'a plus de place, dans ses logs. Voilà, bêtement. Soit vous pouvez agrandir notamment les translogs, soit vous pouvez laisser faire. C'est aussi une sécurité. Nous, là, aujourd'hui, quand on fait des gros réindex, il merge automatiquement à peu près tous les millions de documents. Donc ça laisse quand même pas mal de marge au CPU. L'autre truc, c'est de désactiver la réplication sur l'index que vous êtes en train d'écrire. Donc ça veut dire que si vous perdez un datanode, vous perdez l'index, mais vous pouvez si c'est du bulk, a priori vous pouvez recommencer. En revanche, vous allez énormément gagner en CPU aussi, à cause du système d'indexation de Lucene. Quand vous indexez sur un index qui a un ou plusieurs réplicas, Lucene va indexer autant de fois que vous avez de réplicas. En revanche, quand vous avez un réplica à 0 et que vous activez la réplication, Elasticsearch va se contenter de faire l'équivalent d'un rsync de la donnée d'un node à l'autre. Donc ça veut dire que vous n'avez pas tout l'overhead CPU d'indexation. Et encore une fois, c'est plutôt pas mal, honnêtement. Quand vous indexez à 200 000 documents secondes, vous voyez vraiment la différence. Et enfin, vous pouvez allouer les index sur lesquels vous allez écrire sur du hardware dédié. Donc pour ça, vous pouvez utiliser soit les zones dont j'ai parlé tout à l'heure, soit carrément inclure et exclure des nodes pour les index de prod, et inclure et exclure des nodes pour les index sur lesquels vous allez écrire. Donc ça permet de vraiment dédier du hardware à l'écriture quand vous avez vraiment de très 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 grosses écritures à faire, sans gêner les index de prod, notamment en lecture. Après, Elasticsearch bouffe pas mal de place sur le disque, et notamment quand vous réindexez, vous updatez des documents, parce que Elasticsearch, c'est Lucene, et Lucene n'a ni de système de delete réel, ni d'update réel. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait du copy on write, c'est-à-dire qu'il va créer un nouveau document, et il va marquer l'ancien document comme deleted. Donc plus vous allez updater de documents, plus vous allez vous retrouver avec des deleted qui prennent de la place sur le disque dur. Pour ça, il est possible quand même de forcer les deletes en utilisant le force merge. C'est l'ancien optimize sur les vieilles versions d'ES. Ce que va faire le force merge, c'est qu'il va prendre les segments Lucene, c'est-à-dire les fichiers Lucene qui sont immutables, 2 à 2. Il va créer un nouveau segment, il va déverser le contenu des segments Lucene dans le nouveau segment en éjectant les deleted, et du coup vous allez avoir un nouveau segment tout propre. Donc, le premier avantage, c'est que vous vous débarrassez des deleted. Le deuxième avantage, c'est que du coup vous avez à rechercher dans moins de fichiers quand vous allez faire des grosses recherches. Donc ça optimise aussi sur les temps de recherche, et accessoirement ça optimise aussi sur le nombre de FD ouverts. Nous, on a été obligé de monter à plus de 120 000 FD ouverts sur les datanodes récemment, tellement on avait de shards et donc de FD, et à la limite recommandée de 65 535 FD, on l'avait explosé. En revanche, le force merge, il a forcément un coût en CPU et en I/O. Donc sur des index qui sont en prod et qui sont utilisés par des clients, ça veut dire que vous pouvez avoir voire un gros overhead. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Ça peut être bien sur les très gros index de les lancer pareil sur du hardware dédié pour éviter de gêner les autres clients qui sont sur le cluster. Les upgrades de version mineure se font plutôt bien. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ils ont fait un très très gros effort là-dessus. Le principal piège, c'est les plugins, notamment les plugins maison. Vérifiez que les plugins compatibles avec la version mineure que vous allez installer
existe. Recompilez vos plugins maison pour cette version mineure, puisque si vous n'êtes pas compilé spécifiquement pour cette version mineure, Elasticsearch refusera de démarrer. Ça, c'est une nouveauté depuis la 5. Ça évite d'utiliser des plugins qui sont plus compatibles. En revanche, pour les upgrades mineurs, c'est parfois un peu pénible. Voilà. Vous commencez par upgrader les masternodes, un par un. Il n'y a aucun problème. Et ensuite, vous upgradez les datanodes. Nous, on le fait data center par data center. Et si c'est de la version mineure, ça passe absolument nickel. Sur les upgrades de version majeure, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il y a des tricks pour pouvoir le faire sans downtime, mais ça nécessite de doubler le cluster. Voilà. Au niveau des upgrades, on va dire OS, il y a des trucs à savoir qui sont super importants. Le premier, c'est soyez sûr que tout le cluster a la même version de Java. Même sur des patch level mineurs. Nous, on a eu des très très grosses surprises quand on est passé du patch level 121 au 131. Il a fallu qu'on upgrade le kernel de tout le cluster aussi. On était en 4.9.2 BPO, donc le Debian backport qui correspond au 4.9.25 sur le kernel. Et il y avait des changements qui fait que notre cluster était devenu complètement unresponsive suite au passage en patch level 131. Et le fait de passer en 4.9 BPO3 qui correspond au 4.9.30 de mémoire sur le kernel, ça a corrigé le problème. Si vous avez besoin de vérifier votre version de Java et votre version de kernel, il y a l'API stat dont je parlerai un peu plus loin, qui vous donne toutes les infos sur tous vos nodes et qui est vraiment très 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 pratique. Bon, il faut que je me dépêche un peu, on me dit. Le monitoring, c'est la plus grosse partie de Elasticsearch. Je vais être un peu Captain Obvious ici, mais un bon monitoring, c'est d'abord un monitoring business, c'est-à-dire un monitoring applicatif. Le gros avantage avec Elasticsearch, c'est que je vous l'ai dit, nous on perd un data center, tant qu'on n'a pas perdu de données, on ne va pas se faire réveiller par Zabbix. Parce qu'on peut se permettre de perdre un data center pendant 1 heure, 2 heures, tant que le service côté business continue à tourner. Ça veut juste dire qu'on aura un peu plus de travail le lendemain matin. Un bon alerting, c'est un alerting qui est actionnable. Donc si ça sonne de partout mais que vous ne pourrez rien y faire, c'est qu'a priori l'alerting ne sert à rien. Un truc très très bête aussi, monitorez pas que le cluster, monitorez l'intégralité de la chaîne qui lit et qui écrit dans le cluster. Parce que des problèmes sur la chaîne, qui sont remontés sur la chaîne, peuvent signifier des problèmes dans le cluster que vous n'aurez pas forcément vu avec le monitoring et que vous ne pouvez pas forcément voir. Et pas la peine de tout monitorer, notamment des buffers que vous n'utiliserez jamais, des caches que vous n'utiliserez jamais, par exemple parce que vous n'utilisez pas le field data, c'est pas la peine de monitorer le remplissage du field data cache. Les useless monitoring, c'est bien, enfin les useless metrics, c'est bien parce qu'on peut dire qu'on a 5000 metrics en plus, mais ça sert à rien. Et encore une fois, l'avantage avec Elasticsearch, c'est que vous pouvez perdre un data center, c'est OK, tant que vous n'avez pas perdu de données. En termes de tooling, il y a Elasticsearch Xpack, anciennement Marvel. La version 5 est très 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 bien. Elle nécessite de faire vos propres dashboards, parce que les dashboards monitoring par défaut ne sont pas suffisants. Et sinon, il y a Grafana branché sur le cluster Elasticsearch ou l'Elasticsearch de collecte de Xpack, qui permet aussi de faire des choses assez jolies. Nous, on a tendance à l'utiliser parce qu'on monitore à la fois la santé du cluster et la santé de la chaîne de processing sur un même tableau, vu que les deux sont intimement liés. Donc là, c'est du Grafana. Ça se bind sur Elasticsearch nativement. On a du Zabbix aussi qui permet de faire pas mal de jolies choses. Là, je ne suis pas un très grand fan de Zabbix, pour être honnête, mais faut avouer quand même qu'en termes de collecte de métriques, ça fait plutôt bien le boulot, une fois que Guillaume a bien tuné la base MySQL pour pas que ça tombe. Donc, le premier truc que vous allez utiliser pour voir la santé de votre cluster, c'est le cluster health. C'est le truc le plus basique. Mais il y a des options que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est les options level, qui vous permettent de monitorer la santé d'index, voire carrément de shard. Donc ça permet déjà de faire beaucoup de choses et de savoir beaucoup de choses sur la santé générale de votre cluster,
Notamment si vous avez des tâches et des tâches administratives qui sont en attente, c'est que vous avez un problème de CAPA. Si vous avez des tâches qui sont là depuis très 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 longtemps, ça veut dire que vous avez des nodes qui vraiment sont en train de prendre très très cher. Donc rien que le cluster health vous donne déjà beaucoup d'informations utiles pour le monitoring. L'autre truc, c'est l'API CAT. L'API CAT vous permet de gérer à la fois tout ce qui va être les nodes présents, les shards, les index, mais aussi les thread pools. Monitorer les threads sur un cluster Elasticsearch, c'est super important, notamment les rejected threads. Si vous avez des rejected threads, soit en recherche, soit en indexation, ça veut dire a priori que vos thread pools sont trop petits, donc il faut éventuellement les élargir, enfin, les agrandir. Soit ça veut dire que vous avez des problèmes, soit de CPU derrière, parce que ça ne peut pas indexer assez vite, soit de disque. Donc les thread pools, c'est vraiment super important à monitorer. Il y en a plein. Il y en a pour la recherche, il y en a pour les get, il y en a pour les puts, il y en a pour les bulk. Et à chaque fois, vous avez les queues, ceux qui sont actifs, et les rejected, et le nombre de threads qui sont terminés. Donc la CAT API donne pas mal de choses. Au niveau du cluster, vous avez la stats API, juste /_stats, qui vous donne énormément d'informations sur l'intégralité de votre cluster. Le problème, c'est que sur un gros cluster, ça prend beaucoup de temps à générer, parce que ça va interroger l'intégralité des nodes. Un truc qui est très pratique avec ces API qui interrogent tout le cluster, c'est que si ça time out, vous savez que vous avez un node qui est en train de partir en GC. Donc, si ça time out au niveau des API cluster, ça veut dire que potentiellement vous allez perdre un node dans pas longtemps, mais aussi que toutes les recherches sur les datas qui sont contenues sur ces nodes sont bloquées. Les indexations sont bloquées, donc ça veut dire que les buffers vont se remplir, et donc il vaut mieux le redémarrer très très vite. Si ça time out, c'est un bon signe de mauvaise santé du cluster. J'en parlais tout à l'heure, monitorer la réallocation des shards dans le cluster, c'est aussi un bon signe de la santé ou non du cluster, parce que si ça réalloue trop, ça veut dire qu'a priori, vous avez des problèmes, encore une fois, de capacity planning. Et pareil, si vous avez beaucoup de lecture ou beaucoup d'écriture et que ça tombe à zéro, ça c'est quelque chose qu'il faut monitorer, ça veut dire que vous avez un problème de contention quelque part, et notamment au niveau du garbage collector. Pour vous donner une idée, nous, je pense que 90%, voire 95% de nos incidents sont liés à des conséquences de garbage collection trop longues sur des datanodes. C'est même peut-être 100%. Ensuite, au node level, vous avez des choses qui sont très très intéressantes avec l'API nodes et l'API node stats. Donc là encore, ça va vous permettre de collecter de la métrique, et notamment de la métrique de garbage collection, fréquence du garbage collection, durée de la garbage collection, parallélisation. Tous les caches et les buffers sont configurés au niveau node, donc il faut aussi les monitorer au niveau node et pas juste au niveau cluster. Parce que ça peut vouloir dire que vous avez un node sur lequel vous avez des index ou des shards qui vont être beaucoup plus interrogés que d'autres. Donc ça peut vouloir dire qu'il faut forcer un rebalancing à un moment ou à un autre. Parce que vous pouvez aussi forcer le rebalancing. Côté hardware, il faut tout monitorer. Parce que nous, on a été successivement IO bound, CPU bound, memory bound, et network bound, et les 4 à la fois. Et on a quand même des machines qui sont assez costauds. Checker les logs aussi est important, notamment les logs du master, qui vont vous permettre de remonter tous les timeouts sur les opérations d'administration. Par exemple, quand vous avez une réallocation, au bout de 30 minutes, si elle n'est pas finie, il timeout et il recommence l'allocation. Ça peut arriver parce que vous avez un node qui est bloqué, ça peut arriver parce que vous avez des nodes qui sont tellement chargés, avec tellement d'écriture, que vous êtes sur une allocation quasiment infinie. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il écrive comme un malade dans les translogs, qu'il n'arrive plus à flusher. Il y a beaucoup de choses qui font que les réallocations peuvent rater. Enfin, il y a le monitoring au niveau de l'index. Donc au niveau de l'index, vous avez aussi une API stats qui va vous donner beaucoup de choses. Notamment, un truc qui est important, c'est le nombre de documents non délétés
par rapport au nombre de shards. Donc là, c'est vraiment utile d'utiliser les alias parce que du coup, vous allez pouvoir recréer un index à côté avec le bon nombre de shards, réindexer, le mettre dans l'alias et supprimer celui qui pose problème. Ça vous évite d'avoir, une fois encore, des shards à 300 millions de documents que vous allez essayer de faire monter en mémoire. Et boum, les gigas. C'est important aussi de monitorer la fréquence des merges. S'il y en a trop, encore une fois, vous avez des problèmes, parce que ça veut dire que vous allez finir par être CPU bound. Les temps de query sont aussi très très importants, j'en parlerai dans le troubleshooting. Mais des queries trop longues, ça signifie que vous avez éventuellement des problèmes, encore une fois, de capacité, soit CPU, soit disque. Et enfin, trop d'évictions dans les caches, ça signifie que vous avez un problème de cache. Et quand vous avez des évictions constantes, supprimez carrément les caches. Vous allez gagner à la fois en RAM et à la fois aussi en temps CPU. Bon, je vais aller très très vite sur le troubleshooting, parce que sinon je vais me faire taper par Renault. Le troubleshooting, qu'est-ce qui se passe vraiment sur votre cluster? Donc, il y a une API qui est assez peu connue, qui est l'API HotThreads, qui vous donne, pour un node donné, l'intégralité des threads Java qui tournent à ce moment-là, avec une jolie stack trace, qui vous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Nous, on s'est aperçu récemment qu'on avait des nodes qui étaient complètement bloqués, qui ne faisaient plus rien, parce qu'on n'avait plus aucun thread d'actif, à part les threads de réponse au ping du master. Donc c'est qu'a priori on avait un problème. Les hot threads et le stat de l'elected master node va vous donner la plupart des informations dont vous avez besoin sur votre cluster. Après, vous allez regarder node par node. Mais tout ce qui se passe sur le master est déjà un bon début pour troubleshooter. Si vous avez des problèmes de requêtes très très lentes, n'hésitez pas à activer via l'API, pour ne pas tout redémarrer, les slow logs sur l'index qui pose problème. Il faut savoir que les slow logs, ça peut être très 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 verbeux, et que quand vous avez des requêtes qui, comme nous, font parfois 200 mégas en input, ça veut dire que ça va tout loguer. Donc pensez à les désactiver une fois que vous avez fini de troubleshooter. Et quand c'est pas assez, il vous reste deux choses, c'est le memory profiling et le tracing des processus. Donc je vais passer très très vite sur le memory profiling parce que j'ai plus de temps, mais il existe des outils, et notamment Urkit Java Profiler, qui est un outil payant pas très cher et qui est une version gratuite pendant un mois, qui vous permet soit d'analyser un hprof après un crash, donc avec l'intégralité de ce que vous aviez en heap à ce moment-là, soit d'analyser la heap en direct. Et là, vous voyez le contenu de tous vos buffers, de tout ce qui est chargé en mémoire. C'est absolument merveilleux. Je voulais vous faire une petite démo live, mais j'ai pas eu le temps de la préparer avec un rickroll dans la RAM de la JVM. Voilà. Et puis, vous avez le tracing. Donc, je pense que vous connaissez tous ces strass. Là, il se trouve que le Linux 4, enfin le kernel 4, et en particulier depuis le 4.9, ils ont vachement amélioré la stack de tracing. Vous avez les outils Linux Perf, sous Debian notamment, qui sont très très bien, et notamment je vous recommande Java PerfMap pour ça. Et Netflix a sorti une suite d'outils qui s'appelle Vector, et qui permet de setter les trace points et tout ce que vous voulez tracer sur un node entier. Donc là aussi, c'est du bonheur quand vous avez du troubleshooting à faire et que vous devez aller regarder ce qui se passe dans votre JVM. Voilà, les slides, pour ceux qui voulaient noter des trucs, les slides sont disponibles. Donc vous pouvez aller les télécharger maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que je vous ai tous assommés? Oui. Tu parlais tout à l'heure d'outils, ouais, mais j'ai deux questions en fait concernant l'outillage surtout. Tu parlais d'outils de monitoring, donc XPack. J'imagine que du coup c'est ce que vous utilisez chez Synthesio pour monitorer. Mais XPack c'est payant depuis... Alors il y a une version, tu peux avoir une licence basique qui te permet de monitorer un seul cluster par XPack. Ce qui est déjà pas mal. Après tu installes une machine par cluster,
enfin une VM par cluster à monitorer. Effectivement, c'est payant. Nous, on utilise beaucoup de choses. On utilise Xpack pour débugger en live, principalement. On utilise Grafana pour aller interroger le cluster Elasticsearch de Xpack, plus Zabbix pour tout ce qui va être monitoring de la processing chain complète, ClusterOS compris. Et on utilise en plus Zabbix pour monitorer l'ensemble de la plateforme et pour l'alerting. Et pour gérer les droits d'accès sur les différentes API, j'imagine que... Enfin, Xpack a une solution là-dessus, mais... Alors, Xpack a une solution de sécurité, effectivement, de gestion, tout ça. Ma recommandation, c'est de désactiver dans la conf les deletes sur étoile. J'en connais qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Après, ça va être de la gestion, voilà, de la gestion soit via Xpack, soit coup pétable, ça marche aussi plutôt pas mal. Ouais, et du coup, tu n'as pas d'autres plugins éventuellement à recommander parce qu'il y a SearchGuard, je crois, mais... Non, nous, on utilise assez peu ça parce que comme on est en full réseau interne, les accès au cluster en lecture, en écriture sont plutôt open bar au sein de l'infra. D'accord. Okay. On a des API et des microservices dans tous les sens qui accèdent en permanence au cluster. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcé sur le côté sécurité au sein du cluster. Ok. D'autres questions? Là-bas. Je fais plus proche. Je peux rebondir sur le sujet des accès. Moi, j'ai mis en place Shield, donc le truc de sécu avec qu'on peut brancher sur du LDAP et tout ce qu'on veut. Et sinon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un HAProxy devant ES, et HAProxy, il trash toutes les requêtes à la noix, genre shutdown, au hasard. Comme ça, au moins, on est sûr. La confiance est une chose limitée, qui n'exclut pas le contrôle, comme disait mon collègue. Au niveau des confs multisites, du coup, est-ce que vous avez repéré un petit peu la bande passante nécessaire pour être sûr? Parce que Elasticsearch, j'ai suivi une formation il n'y a pas longtemps, officiellement, c'est pas de multisite. Le stretch, c'est no go, ils ne supportent pas. Ah. C'est ce qu'ils disent. Donc, est-ce que vous avez repéré des problèmes de perf, de la bande passante nécessaire entre intersites pour que ça fonctionne, quoi? Alors écoute, nous, on a 3 gigabits de mémoire, on a 3 gigabits intersite. Enfin, en fait, on a plus de 3 gigabits intersite, on a 3 gigabits au cul de chaque machine. Après, c'est l'intersite OVH. Maintenant, c'est vrai que on est très souvent, que ce soit intersite ou pas intersite, les machines, elles sont très souvent à 5 à 700 mégabits par seconde. Mais parce qu'on a une très forte activité. De latence, Guillaume, tu sais? Entre Roubaix et Gravelines, il y a combien de latence? Moins de 10 millisecondes. Et du coup, une autre question, est-ce que vous avez essayé les tribes ou le cross-cluster search, leur nouvelle feature pour ça? Ou est-ce que vous avez envie d'essayer tout simplement? Est-ce que ça vous paraît utile? Alors, ça fait partie des choses qu'on a envie d'essayer. On ne l'a pas encore fait. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on a un proxy applicatif devant qui sait sur quel cluster aller chercher. Parce qu'on est obligé de faire du multi-cluster, parce qu'on avait tellement d'index. On doit avoir 30 000 index sur les dashboards clients de mémoire pour pas loin d'une centaine, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je pense qu'on a une centaine de milliers de shards. Et au total, 40 milliards de documents juste pour ces 3 clusters-là. Et on a fait un applicatif qui permet, un proxy applicatif en Lua sur du OpenResty, qui permet de savoir quel cluster, quelle version du mapping, et tout ce genre de choses, et qui fait la redirection. Comme ça, on peut rajouter des clusters facilement, simplement en rajoutant un ID dans une base de données. Il y a une question là-bas? Oui, juste une petite précision, parce que tu t'avais indiqué qu'on ne pouvait pas écrire sur les alias. Et j'étais étonné parce que nous, on le fait. Et le problème se pose uniquement quand un alias est réparti sur plusieurs index. Oui. Mais c'est possible quand tu le configures bien. Et l'intérêt, quand dans ton fonctionnement, tu as un alias pour un index, tu n'as pas besoin d'aller chercher sur ES les mappings pour aller retrouver
quel est l'index. Tout à fait d'accord avec toi, mais ça, c'est quand tu as un alias sur un index. Oui, voilà. Mais Quand tu as un alias sur plusieurs index, qui est notre cas quasiment systématiquement, d'accord. et notamment avec le rollover, Mhm. c'est pas possible. Oui, voilà, c'est votre cas d'utilisation. Moi, Ouais. Ou j'avais alors, été tu étonné. tu mets un deuxième alias sur le dernier index en rolloveré et tu écris systématiquement sur cet alias-là et tu es obligé de bouger l'alias à chaque fois que tu fais ton rollover. Mais de manière applicative et sur des très gros volumes d'index, ça devient très 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 pénible. D'accord. Ok. Autre question? Non? Bon, merci beaucoup.